Ça, c'est des souvenirs très très forts et qui ne sont pas dramatiques. Il y a aussi une grandeur dans tout ça. Marie-Jo Chombard de Love, résistante lors de la guerre 39-45 et déportée à Ravensbourg, est venue témoigner devant les élèves du collège Immaculée Conception de Clisson. Marie-Jo Chombard de Love continue son combat, transmettre la mémoire pour ne pas oublier, pour ne pas recommencer. Bon, et pour moi, la résistance commence dans les Côtes-d'Armor, dès le début de l'occupation. Quelquefois, on nous demande quand est-ce que vous avez adhéré au réseau. Non, nous étions le tout premier réseau, avant même que ça s'appelle réseau. Vu la place, l'île de Bréal, les Côtes-d'Armor, etc., qui étaient, je dirais, destinées à aider les évasionneurs vers l'Angleterre. C'est comme ça que les choses ont commencé pour nous. Et l'organisation réseau a suivi. On nous a envoyé quelqu'un de Londres qui nous a dit, voilà, vous allez continuer, mieux organiser ces évasions. Et puis, côté renseignement, il y a un réseau franco-anglais à Rennes auquel j'ai été attachée par la suite. Voilà un peu ce que l'on peut vous expliquer sur le tout début. Et pour vous, c'était important de rentrer dans la résistance ? Ben, je ne suis pas entrée dans la résistance, on l'a fabriquée. Ça ne s'est pas passé comme ça. Entrer dans... On nous sollicite, on fait un geste, un autre, et voilà, on la crée petit à petit. Voilà, de créer quelque chose, parce qu'on voulait lutter contre cette armée d'occupation, les nazis, contre le nazisme, vous voyez. Donc ça s'est fait petit à petit. Alors, il y a des choses que les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est notamment, comme vous avez expliqué tout à l'heure, la résistance de base. C'est quoi pour vous ? Eh bien, la résistance de base, c'est d'abord cacher ceux qui sont traqués, et puis aider ceux qui veulent partir rejoindre les combats. C'est ça. Alors les femmes ont joué un rôle important. Ceux qu'on doit cacher, nourrir, changer les vêtements quand c'est un militaire qui a été par exemple sauté d'avion, vous voyez. Toutes ces actions, c'est la base qui ont permis de sauver des vies et de reprendre le combat pour ceux qu'on faisait repartir. Et vous, par exemple, quelle action est-ce que vous avez déjà fait ? Ah ben, des actions. Alors, mon travail essentiel était de ramener les plans des côtes, de la côte qui étaient rassemblés, de les ramener au réseau franco-anglais de Rennes, que je passais à travers mes documents, etc. Et il est arrivé aussi que je convoie un Anglais pour l'aider à aller chercher les plans sur la côte. Et ça, mais en général, c'est surtout les plans de renseignement. Alors, on ne parle pas beaucoup, mais les femmes, bien sûr, ont résisté. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Alors, on sait qu'il n'y a par exemple que 6 femmes compagnons de la libération sur 1038. Pourquoi ? Alors, une fois, on leur posait la question au secrétariat des compagnons de la libération. On nous dit, mais elles n'étaient pas au feu. Alors, on s'imagine une action combattante. Il y a eu d'ailleurs quelques femmes qui ont pris les armes, mais c'était beaucoup plus pour elles reprendre le rôle de la vie quotidienne, indispensable pour la survie de ceux qui étaient traqués et pour aider. Et si sans cette base, les grands résistants n'auraient pas pu travailler. Alors vous concernant, bien sûr, vous avez été arrêté. Comment ça s'est passé ? Eh bien, nous avons été arrêtés 13 personnes d'un coup de filet, d'un agent double qui était infiltré. Moi, j'ai été arrêté dans ma chambre d'étudiant à Rennes, un autre étudiant à Rennes, Jean Lévinec. Ensuite, mes parents sur l'île de Bréal, le beau-père de ma soeur à Saint-Brieuc, une jeune fille de Tréguier, tout de groupe infiltré par un agent double, qui avait été infiltré par le service de contre-espionnage de l'armée. Alors bien sûr, vous aviez eu confiance dans cet agent. Et comment est-ce que vous l'avez vécu ? C'est-à-dire qu'on avait eu des arrestations, on nous envoie ce personnage qui donne quelques preuves qu'il travaille pour nous, mais c'était pas très sûr. C'était une période où il y a eu beaucoup d'arrestations successives. On a voulu continuer à travailler coûte que coûte avec les risques que ça présentait. Alors justement, au niveau risque, vous avez été emprisonné. Et comment est-ce que vous l'avez vécu ? Quand on est emprisonné, on est un peu comme une bête en cage, on arrive plein de chantiers, etc. On est enfermé entre 4 murs, et le temps dure et long, etc. Et puis on est isolé, on ne sait pas ce que sont les autres, etc. Puis il faut avoir lieu les premiers interrogatoires. Ça a été d'abord la prison d'Angers, et puis la sortie à Paris, et puis Fresnes, et puis la déportation. Alors justement, en interrogation, comment ça se passait ? D'abord j'ai été interrogé à Angers. Et là, j'ai découvert devant moi le plan des défenses côtières du dernier mois que j'avais transmis à l'agent qui devait le faire suivre. Et lui, j'avais transmis à l'Albert, le service de contre-espionnage. Alors ça, il me dit tout de suite, voilà, c'est espionnage caractérisé, ça vaut la mort, etc.
Alors il faut essayer de tenir envers et contre tout. Au début, on nie tout. Et puis après, on invente des histoires fausses. Ah oui, ça, on l'a trouvé à tel endroit pour les embrouiller. Enfin, ça dure quelques mois. Et puis quand on revient à Paris, rue des Chaussées, ils ont beaucoup démonté le système qu'on a essayé de raconter. Ils commençaient toujours à me dire, mademoiselle, vous avez encore menti. Bien sûr, je leur mentais. Voilà. Alors, par contre, après, donc, vous avez été dans la prison de la santé et là, vous avez rencontré des personnes. Voilà, d'abord, oui, quand je raconte ça, c'est surtout la rue des Chaussées après, mais je suis déjà à la prison de la santé, où j'entends chanter, où on communique par les lieux secrets, c'est-à-dire un siège de ciment qui sert de WC. On entend des résistants remarquables, et dont beaucoup sont fusillés au Mont-Valérien. Le groupe Raymond Locheran, ma voisine de cellule, une chimiste qui fabriquait les explosifs, un musicien au-dessus de moi. J'admire ces authentiques résistants qui restent des êtres pensants jusque dans le pire, jusque dans la prison, la torture. Et j'ai entendu, connu là, des grands résistants qui m'ont laissé une image de grandeur humaine assez exceptionnelle. Et je crois qu'il y avait un jeune aussi qui disait quelque chose de très beau. Oui, un jeune qui attendait d'être fusillé et qui nous disait, voilà, je suis encore là ce matin. Et si vous survivez, il faudra dire aux jeunes qui viendront après moi que je suis tombé pour que eux, après, revivent dans la paix et dans la joie, que les nouvelles générations connaissent un monde autre. Autrement, il y a des choses qu'on ne connaît pas trop bien non plus, c'est les catégories, notamment la catégorie de nuit et brouillard que vous avez expliqué. Alors, quand j'étais à la Gestapo, pour plusieurs interrogatoires, et au printemps, on dit considérez-vous comme condamné à mort, et j'étais classée nuit et brouillard. C'est un décret allemand qui touche un certain nombre de résistants qui ont des affaires graves pour les faire, disait-il, disparaître dans la nuit et la brouillard, pour créer l'angoisse dans la population. Que sont devenues nos familles? Bon, il y a l'affiche sur les murs, c'est fini, etc. Mais là, cette angoisse était importante pour eux par rapport aux réactions que peut avoir la population d'inquiétude. Et je suis déportée avec la caractéristique nuit et brouillard, c'est-à-dire qu'on n'a droit ni aux lettres ni aux colis, on ne sait pas où on est. D'ailleurs, récemment, des collègues qui voulaient faire un document pour la visite du camp de Ravensbrück ont cherché ma fiche dans les dossiers allemands. J'ai pas de fiche. Je suis un fantôme, je suis rien. Vous voyez. D'où le terme nuit et brouillard. Voilà, ça a disparu. Et sinon, bien sûr, la déportation, beaucoup d'humiliation? Oui, constamment. Constamment, on est battu, on est nu, on est dépouillé de tout, on est sale. La grande saleté aussi, c'est quelque chose de très très humiliant. Vous voyez. Le fait parfois d'avoir des diarrhées qui nous souillent, tout ça, on est les êtres pitoyables. Le déchet de l'humanité, il faut surmonter ça. À cette période-là, qu'est-ce que vous pensiez, bien entendu, de vos geôliers? Oh ben, nos geôliers, ce sont des êtres inhumains. Je dis quelquefois, ils veulent nous déshumaniser, mais quand je vois leur regard et leur mépris, ils ont perdu des qualités d'être humain. L'endoctrinement que j'ai subit dans la Hitler-Jugend et tout au cours de leur fonction a fait des êtres qui ont perdu leur humanité quand ils regardent l'autre. L'autre, pour eux, c'est le SS, c'est le grand, c'est l'acceptable. Mais tous les autres sont des êtres inférieurs qui méprisent au début des choses, des numéros. Et notamment aussi des choses terribles qui ont été faites avec des expériences sur les humains. Oui, ils font l'être humain est devenu un outil de travail. Nos jeunes filles qui ont eu les jambes ouvertes, etc., dans les plaies, pour eux, ce ne sont plus des jeunes filles. Ce sont des plaies à examiner. Ce ne sont plus des êtres humains. Et pourquoi faisaient-ils ces expériences? Eh bien, ils ont enlevé de leurs jambes des os, des muscles, et ils faisaient des cultures de staphylocoque de grande grappe, et puis alors ils testaient certains sulfamides pour voir si ça marchait ou pas, etc. Vous êtes occupé également d'enfants, de jeunes enfants? Nouveau-nés, oui. Nos nouveau-nés, au début, il y avait interdiction d'avoir des naissances au camp. Quand arrivaient les convois, si on détectait une femme enceinte, au début de grossesse, elle était avortée. Mais si la grossesse était avancée, elle a accouché, le bébé était tué. Le bébé était tué. Jusqu'à 1944, où ils n'ont plus tué les bébés, où ils ont construit cette petite pièce, sentant sans doute la fin de la guerre, qui serait peut-être jugée plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans cette petite pièce où moi j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Enfin, arrive tout de même la libération pour vous? Comment est-ce que vous l'avez vécu? La libération, alors est venue pour moi, avec les NN, nous avons été transférés au camp d'hommes de Mauthausen,
Et c'est là que j'ai été libérée par des négociations entre Himmler et Bernadotte. Hitler devait souhaiter la liquidation des camps, mais Himmler a essayé de tirer les profits en négociant avec Bernadotte de la Croix-Rouge suédoise. Et cette négociation a permis de se faire sauver les femmes de Ravensbrück. Et le second roi qui était parti de Ravensbrück a été pris dans ces négociations. C'est comme ça qu'ils sont venus nous libérer et qu'on est rentré par la Suisse. Alors, bien sûr, une question qui a été posée par les jeunes. Est-ce que vous avez regretté d'être entré dans la résistance, enfin de créer cette résistance? Alors ça, sûrement pas, parce que quand j'ai connu la réalité, vécue jusqu'au plus profond de l'horreur dans les camps, je me suis dit qu'il fallait absolument lutter contre cette horreur qui était le nazisme. Pour moi, ça... De toute façon, même sachant ce qui m'attendait, je n'aurais pas hésité à m'engager dans la résistance. Est-ce qu'il est concevable pour nous de comprendre que les gens peuvent aller aussi loin, je dirais, dans la cruauté? C'est difficile à comprendre, seulement on a des outils psychologiques et sociaux quand on voit comment la jeunesse était endoctrinée. Vous voyez, comment l'être humain était nié. Il n'y avait de reconnaissance pour les nazis que l'être humain supérieur, l'homme nouveau qui voulait construire et qui aurait dominé toute l'Europe. C'était eux, l'homme nouveau, les autres, ils avaient le droit de faire des autres ce qu'ils voulaient. Dans le camp, le supérieur nazi pouvait dire à l'autre, bah toi tu es une chose, je fais de toi, je t'exploite à mort dans le travail, je fais des expériences sur toi, tu n'es plus qu'un objet. C'est ça le grand nazi. Alors une question également des jeunes, est-ce que tout ceci a ébranlé votre foi chrétienne? Alors ma foi chrétienne, qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne? Pour moi, j'ai été élevée chrétienne, mais si vous voulez, actuellement devant le mystère d'horreur, je contemple le mystère, je me considère actuellement comme agnostique. Je ne sais pas. Je ne nie pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'aime pas les choses trop formalisées. J'ai des réactions contre le Vatican parfois, devant les genres et tout ça. C'est tellement loin de mes conceptions. Je cherche beaucoup. Par exemple, j'ai été très proche des prêtres ouvriers, avec mon mari. Et quand la condamnation des prêtres ouvriers est venue, ça m'a mis en état de recul par rapport à ces choses-là. Voyez. Donc je suis un peu en retrait des excès que j'ai vus, pour maintenir une certaine liberté de pensée. Mais je respecte toutes les fois. Alors, est-ce que pour vous, enfin je suppose que oui, il est important justement cette transmission de la mémoire? Pour moi, c'est essentiel de faire comprendre surtout, non seulement ce qu'on a vécu, mais les mécanismes qu'on démontre à ma confrontation, mécanismes du nazisme. Et je cite quelquefois un livre qui me semble très important. En 1938, il y avait un livre qui a circulé en France, des exils allemands, qui était un appel au peuple français, vous voyez. Et il montrait comment toutes les institutions démocratiques ont été démontées systématiquement. Vous voyez, et on n'a pas écouté suffisamment ces gens-là qui étaient un appel au secours. Vous voyez, il y a une préface de Raymond Roland. Et moi j'ai fait une préface à ce livre. On a republié. C'est une alerte parce qu'il a appelé au secours en 1938 déjà, ces exils allemands. Ouais. En sachant qu'il ne faut pas confondre allemand et nazi, bien sûr. Mais naturellement. Souvent, des jeunes me posent naïvement la question, est-ce que j'ai la haine des Allemands? Non, pas du tout. Je leur réponds toujours, mais lesquels? Lesquels? Les nazis, mais les nazis, il peut être français, il peut être hollandais, belge, etc. Vous voyez, voilà. J'ai des amis allemands, évidemment. Même dans ma famille, des alliances. Voilà. D'ailleurs, en Belgique, il y a eu le rexisme qui a suivi le nazisme. Oui, j'ai connu tous ces groupes-là. Je les ai connus, notés, ils sont bien répertoriés et je vois les résurgences actuelles. Ouais. Marie-Jo Chambard-Delove préside actuellement la Fondation pour la mémoire de la déportation. Elle se déplace dans les collèges pour transmettre la mémoire. Après le collège Immaculée Conception de Clisson, Marie-Jo Chambard-Delove s'est rendue au collège Caco.